Alors, comment reconstituer et expliquer des variations climatiques durant le dernier milliard d'années? Le chapitre 1, on avait juste regardé le dernier million d'années, en gros. La première partie va être consacrée à la reconstitution, quelles sont les variations climatiques et surtout comment est-ce qu'on a pu les reconstituer. Et puis ensuite, on verra dans un deuxième temps comment les expliquer. Alors, la démarche suivie. Eh bien, on retrouve les géologues et leur principal outil, le piolet. C'est eux qui ont relevé des indices, tels des détectives, dans toutes les roches du monde entier. Enfin, en tout cas, il y a certaines roches qui donnent des indices sur le climat dans lequel elles se sont formées. Alors, celles-ci, on les a vues l'an dernier lors de la sortie. C'est sur la côte bleue, c'était le dernier arrêt. Donc, des calcaires formés dans l'eau. Bon, je passe, je ne vais pas refaire le programme de géologie de l'an dernier. Ici, vous avez la calanque de Pormiou, je vais y arriver, à Cassis. Donc toujours ces calcaires. Et puis ici, on change un peu. On va en Normandie, à Étretat. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est très joli. Et vous voyez ces accumulations de bancs, enfin de calcaire. On voit bien les strates ici, séparées par des petites couches de silex. Donc on voit très bien ces bancs. Donc en fait là c'est plus de la craie, c'est très fin en fait comme calcaire et c'est constitué de ces petites choses. Alors c'est vu au microscope électronique. En fait c'est des petites plaques calcaires qui sont fabriquées par des algues microscopiques qu'on appelle des coccolithophoridés. Là on en avait parlé, ce sont des foraminifères, on les trouve beaucoup aussi dans les calcaires. Alors ceux-là ils ne sont pas extraits du calcaire mais de sédiments, enfin ils sont en très bon état, mais voilà, ça ressemble à ce qu'il y a dans le calcaire. En voilà d'autres, bon je passe, hop. Alors pourquoi on s'intéresse à ces petites bêtes ou ces petites algues? Parce qu'en fait certaines ont des exigences écologiques et enfin climatiques intéressantes. Donc ici on a l'abondance de certaines espèces ici en fonction de la température de l'eau. Ici par exemple celle qui est en bleu, c'est une espèce qui est très abondante dans les eaux froides. Par contre, plus la température de l'eau augmente et moins cette espèce est abondante. Par contre, on pourrait trouver beaucoup plus cette espèce-là qui, elle, était peu abondante aux faibles températures, etc. Vous avez, inversement, vous avez celle-là qui est très abondante dans les eaux qui font plus de 18 degrés, mais par contre, avant, il y en a moins. Donc en fait, quand on a un échantillon, on recense toutes les espèces qu'on va trouver et surtout, on va essayer de voir quelles sont les plus abondantes. On en déduit comme ça quelle est la température de l'eau au moment où elles se sont formées. Évidemment, on applique le principe d'actualisme qui dit que donc, ces espèces, dans le passé, si elles existaient, avaient les mêmes exigences que leurs descendantes actuelles. Alors à Étretat, si on retourne là-bas, alors j'ai pris cet exemple parce qu'il est dans votre livre, donc vous pourrez retrouver les documents. Voilà où c'est situé. Vous avez la Manche ici avec l'Angleterre, donc là la basse Normandie. Donc à Étretat, on date sur cette carte géologique, on date donc la craie ici qui forme la falaise, qui a entre moins 100 et moins 65 millions d'années, donc ça correspond donc à un calendrier géologique au Crétacé supérieur. Bon. Et quand on analyse cette craie, eh bien, on s'aperçoit qu'elle est surtout composée de coccolithophoridés, donc les petites plaques qu'on a vues tout à l'heure en microscope électronique. Petites algues. Donc ces coccolithophoridés aiment les eaux qui ont une température supérieure à 20 degrés, puisqu'elles sont abondantes dans des eaux supérieures à 20 degrés. On peut en trouver jusqu'à des eaux, c'est l'eau de mer, moins 18 degrés, jusqu'à 18 degrés, mais après on ne les trouve plus. Donc ça veut dire que la craie d'Étretat s'est formée alors que l'eau de mer faisait au moins 20 degrés. Si on reconstitue, on arrive à replacer les continents comme ils étaient, dans la position où ils étaient à l'époque, ça veut dire que Étretat qui se trouve ici, enfin Étretat maintenant, mais à l'époque ça se trouvait par là, enfin j'imagine, ça veut dire qu'ici l'eau faisait plus de 20 degrés. Alors, est-ce que c'est... pour avoir le climat global, il va falloir chercher des indices un peu partout ailleurs pour vérifier, pour essayer de retracer un peu les limites climatiques, les grands climats de l'époque.
Ici, un petit document niveau collège, même allez, primaire, qui vous raconte d'où vient le charbon. Roche donc sédimentaire, riche en matière organique. En fait, cette matière organique a pour origine des végétaux continentaux qui sont morts, mais qui n'ont pas été décomposés comme il se passe habituellement, mais ils ont été recouverts par des sédiments qui ont empêché donc l'accès, qui ont empêché donc des bactéries de réaliser cette décomposition. D'autres réactions ont eu lieu, la matière organique s'est concentrée, alors il y a eu un enfouissement, etc. Et alors parfois, les débris ne sont pas complètement transformés, on arrive à reconstituer les forêts à l'origine de ces dépôts de charbon. Voilà une forêt reconstituée, alors un milieu humide, avec des grands arbres, voilà. Alors, par contre, si on regarde ce document qui est intéressant dans votre livre, on s'aperçoit que le charbon, bon, alors il fallait un bassin continental, subsidant, c'est-à-dire qui s'enfonce, il y a beaucoup de végétaux, mais au niveau climat, bon, il nous dit quoi? Que le climat n'était pas aride, voilà, c'est tout ce qu'on sait, ni polaire, voilà. Que le charbon ne se forme pas en climat polaire ni en climat aride. Mais par contre, on peut en trouver en climat tempéré, froid et en climat tropical. Par contre, vous avez des roches qui nous donnent plus d'informations au niveau climat. Par exemple, celle-ci, qui sont les thyllites et blocs isolés. En fait, c'est ce qu'on va trouver dans les moraines, que je vous en ai déjà parlé, qui sont ce qui est transporté par la glacier ou par les calottes polaires, les calottes glaciaires au niveau des pôles. Donc ici, évidemment, ces roches signent un climat polaire. Inversement, vous avez les bauxites et les latérites. Ce sont des roches qui ont des concrétions comme ça, qui sont de couleur rouge souvent. Elles se forment lors de l'altération. L'altération, vous l'avez vu en tronc commun, l'altération érosion par hydrolyse, donc des roches siliceuses. Roches siliceuses, les granites par exemple, donc qui vont transformer, il va y avoir tout un tas de réactions chimiques, et on va avoir la formation de ces roches-là. Ça ne peut se faire qu'en climat chaud et humide, donc climat tropical. Les évaporites, ici, il y en a une qui est très connue, c'est le sel, mais il y a aussi le gypse, qui est une roche aussi, qui ne se forme que, donc ces roches-là se forment en climat aride, par évaporation de l'eau. Et pour terminer, ce document vous présente donc le pétrole. Alors le pétrole, vous voyez qu'il est un peu comme le charbon, il ne donne pas énormément de renseignements sur le climat, mais on va s'en servir plus tard. Il peut se former dans pas mal de climats, sous pas mal de climats, donc par accumulation de phytoplancton. Donc c'est pétrole et charbon, rappel, ce sont des roches qui contiennent de la matière organique. Ce sont ce qu'on a appelé les combustibles fossiles. Donc on va voir ça plus tard. Voilà. Ah oui, ça c'est une petite photo pour vous montrer donc sous climat tropical ce que ça donne, toutes ces routes rouges comme ça. Donc c'est l'altération des roches sous climat tropical. Là c'est une évaporite. Bon, je passe vite. Alors, une fois qu'on a rassemblé, qu'on a partout dans le monde, on a regardé quelles roches on avait, est-ce qu'elles nous donnaient des indices climatiques, eh bien on va rassembler ces informations pour une seule période. Par exemple, on va décider pour la période Crétacé supérieur, quelles sont les roches qu'on trouve partout dans le monde à cette époque-là. Et à ce moment-là, on peut établir une carte à l'échelle globale. Alors, celle-là aussi, j'ai pris un maximum de documents de votre livre, vous pourrez retrouver. Donc vous avez au Permo-Carbonifère, donc c'est la fin de l'ère primaire, globalement. Donc c'est assez vieux, moins 320 à moins 280 millions d'années. Voilà la position des continents. Et on a posé sur cette carte, indiqué les roches que l'on trouvait.
Et on a remis les continents comme ils étaient. Et du coup, on s'aperçoit en fait qu'à cette époque-là, eh bien, puisqu'on a beaucoup de thyllites et de blocs isolés ici, eh bien, qu'il y avait certainement une belle calotte glaciaire ici, au pôle sud, enfin, qui était relativement grande, hein, puisqu'elle descendait jusqu'à les latitudes relativement basses ici. Donc on a une grosse calotte glaciaire ici. Ici, elle est moins grande, mais ça peut se comprendre puisqu'il n'y avait pas de continent à cet endroit-là. On retrouve, bon, alors d'autres roches, des évaporites, donc on a un climat aride ici, on a un climat tropical ici, bon, bah, on est entre les deux, on est au niveau de l'équateur, enfin pas très loin de l'équateur, etc. Donc rien d'étonnant. Par contre, donc la présence de cette grosse calotte glaciaire permet d'indiquer que, aux spécialistes évidemment, que la température moyenne globale pouvait être estimée entre plus 11 et plus 16 degrés. Ce qui correspond à notre température actuellement, on est à plus 15 degrés. Hein. Et on a une calotte glaciaire au pôle sud, sur l'Antarctique, sauf que, évidemment, il y a moins de continents actuellement dans le sud que maintenant. Et la calotte glaciaire au nord est au Groenland, donc un peu comme ici, il y a une calotte glaciaire. Deuxième carte, alors ça je vous la laisse, si vous pouvez regarder tout seul, je vous la laisse et me dire de s'il y avait une calotte glaciaire ou pas, quelle température éventuellement il faisait, etc. On reprend celle du livre, la deuxième, le livre vous présente une deuxième carte. Et là, on s'aperçoit en fait qu'il n'y a aucune thylite, contrairement à tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'à cette époque-là, entre moins 90 et moins 65 millions d'années, Crétacé supérieur, donc c'est plus tard, eh bien, il n'y avait aucune calotte glaciaire, même au pôle sud, où il y a un continent où elle pourrait s'installer, hein, mais il n'y en a pas. Donc, ça veut dire qu'à cette époque-là, la température était beaucoup plus élevée. On s'aperçoit également que les bauxites et les latérites, regardez, on en trouve à des très hautes latitudes. Donc ça veut dire que il y avait un climat tropical jusque-là. Donc ça veut dire très, très nettement que le climat était beaucoup plus chaud que maintenant. Température estimée, plus 18 degrés en moyenne, quoi, c'est environ.